Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, on va continuer la formation de chaînes de montagne de subduction. Là, nous avons un schéma récapitulatif de quelques caractéristiques de ces zones de montagne. Je vous rappelle que ces montagnes se forment à la limite entre deux plaques, une océanique qui plonge sous une croûte continentale. Puisque là, la croûte océanique est une croûte plus dense, elle va plonger, elle va s'enfoncer, elle va subduire sous une croûte continentale qui est moins dense. Alors cette zone est caractérisée par quelques caractéristiques topographiques, comme la fosse océanique, qui a une profondeur de 8000 mètres, et par la formation d'un relief positif, ça veut dire la formation d'un relief de chaîne de montagne. Il est caractérisé aussi par une activité sismique importante. Je vous rappelle que les foyers sismiques se répartissent selon un plan oblique ou bien incliné, que l'on a appelé le plan de Benioff. Également, il y a une activité volcanique très intense aussi, et ces volcans sont de type explosif et andésitique. Ça veut dire qu'ils permettent la formation d'une roche volcanique de type andésite. Également, il y a la formation de plutons, de granitoïdes ici, et d'un prisme d'accrétion. Ce prisme d'accrétion résulte du raclage des sédiments océaniques par la croûte continentale du fait de rapprochement des deux plaques l'une avec l'autre et qui se déplacent dans des sens opposés. Ce prisme d'accrétion, il a un aspect en éventail qui témoigne du raclage et de formation de ces sédiments en écailles. Ensuite, il y a le phénomène de subduction qui va entraîner donc l'enfouissement de la plaque océanique plus dense sous une autre plaque continentale, la croûte continentale, qui est moins dense. Nous avons déjà parlé des isothermes qui ont un aspect un petit peu particulier là en dessous de la fosse. Nous avons appelé ça une anomalie thermique. Tous ces indices indiquent bien qu'il s'agit de montagnes de subduction qui sont à la marge, à la limite entre deux plaques, l'une océanique et l'autre qui est continentale, si vous voulez, mais la partie continentale d'une autre plaque. Nous allons continuer maintenant pour expliquer l'origine de l'andésite et l'origine de ces plutons. Alors, des études au laboratoire ont été faites sur plusieurs types de roches qui peuvent donner ce type de magma. Alors nous avons, les premières expériences ont été faites avec le basalte. On a essayé donc de faire fondre le basalte sec et le basalte humide, mais on n'est jamais arrivé à avoir un magma qui va nous donner des roches de type andésitique ou bien des roches de type plutonique. On a essayé avec la péridotite. La péridotite, c'est une roche qui appartient au manteau supérieur. Alors là, au laboratoire, on a ça. Là, on a un diagramme. Ici, c'est la profondeur en kilomètres. Et là, c'est la température. Comme vous savez, plus on s'enfonce vers le fond de la Terre, plus la température augmente. Ce diagramme est divisé en trois parties. Là, la partie là, la roche est solide. Si on augmente la température vers 1000 degrés, la roche commence à fondre. Ça veut dire qu'elle va passer de l'état solide à l'état liquide, mais pas complètement. On appelle ça un solidus. Alors, dans ce cas-là, on va avoir une partie liquide associée à une partie solide. C'est l'exemple, si vous avez par exemple de la glace, de l'eau glacée à l'état solide,
si vous augmentez la température, vous allez constater que la glace va fondre, mais pas totalement, elle va fondre petit à petit, et nous allons avoir l'existence de deux états en même temps. Un état solide associé avec un état liquide. Dans ce cas-là, il y a une fusion partielle. Si on augmente la température, alors dans ce cas-là, la fusion serait totale. Et on va passer à l'état liquide. Et cette courbe-là, c'est elle qui va séparer l'état liquide plus solide de l'état liquide. On appelle ça un liquidus. Bien, donc qu'est-ce qu'on a fait? On a pris tout d'abord la péridotite à l'état sec. Alors nous avions ça. Donc là, la fusion partielle de la péridotite à l'état sec, ça va commencer vers 1000 degrés. Ce qui est en vert, ça représente le géotherme en zone de subduction. Ça veut dire la température qui règne ici dans la zone de subduction. Ça, c'est l'isotherme. Ça, c'est l'anomalie thermique. C'est la valeur de la température, si vous voulez, en dessous de la fosse océanique. C'est là où il y a la subduction ou bien l'enfouissement de la croûte océanique sous la croûte continentale. Ce qui est en vert ici, c'est le géotherme en zone de subduction. Alors constatez bien que la courbe de géotherme en zone de subduction ne coupe pas le solidus. Ça veut dire que dans ces conditions-là, cette température, ces conditions ne permettent pas aux périodotite de fondre même partiellement. Donc, dans notre expérience, on a hydraté la péridotite. Ça veut dire qu'on lui a ajouté de l'eau. C'est de la péridotite hydratée. Alors qu'au premier cas, la péridotite a été anhydrée. Donc si on utilise la péridotite anhydre, c'est-à-dire en l'absence de l'eau, les deux courbes, le géotherme en zone de subduction, ne coupent pas le solidus, et dans ce cas-là, on ne va pas passer à l'état liquide plus solide. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fusion partielle de la péridotite. Lorsqu'on va utiliser maintenant de la péridotite hydratée, dans ce cas-là, on va observer ceci. Alors la courbe de fusion partielle, elle va changer d'allure. Et on va constater qu'elle va couper. Elle a une intersection avec le géotherme en zone de subduction, ce qui va permettre donc la fusion partielle à une profondeur environ 80 km. Ça commence la fusion partielle de la péridotite. Donc, c'est la péridotite en présence d'eau qui est capable de fondre partiellement pour donner un liquide plus un solide. Et c'est ce liquide qui va constituer le magma qui va nous donner les plutons, les granétoïdes, et qui va nous donner l'andésite qui va sortir par les volcans andésiques. Donc, les conditions de fusion partielle de la péridotite, c'est la présence de l'eau. Sans eau, la fusion n'est pas possible. Donc, la question qui se pose, d'où provient cette eau à cette profondeur? Nous allons voir ça par la suite lors de l'étude du métamorphisme. Les roches qui sont là et qui s'enfoncent, ils vont subir une très grande pression. Lorsque la pression augmente, il va y avoir des réactions minéralogiques, que l'on va voir par la suite, et ces réactions vont dégager de l'eau, et c'est cette eau qui va permettre l'hydratation de la péridotite et la possibilité d'une fusion partielle de cette péridotite. Par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Là, le liquide qui est là, il va essayer de monter en surface. Alors là, nous avons deux possibilités. Soit il va donner des plutons, de type granétoïde, soit il va donner de l'andésite. Alors, quelle différence y a-t-il entre les deux roches?
Alors, les plutons, ce sont des roches magmatiques qui vont se former totalement en profondeur. Parce que le magma monte, il va perdre de la température et le liquide va commencer à se solidifier et cette solidification est totale en profondeur. Elle va nous donner ceci. Une roche totalement cristalline. Et donc là, c'est l'observation microscopique du lame mince d'un granitoïde. On observe de gros cristaux et qui sont tous jointifs, qui va donner une structure grenue. Et cette structure, elle est caractéristique des plutons et qui témoigne d'une solidification complète en profondeur pour donner des roches qui sont totalement cristallines, bien totalement cristallisées. À l'inverse, l'andésite, elle va monter vers la surface pour sortir à l'extérieur. Sa structure est différente de celle des granitoïdes. C'est une structure particulière. On va trouver de grands cristaux, on appelle aussi des phénocristaux, et des petits cristaux, ou bien des microlithes, et le reste, il baigne dans un verre, bien ce qu'on appelle une pâte vitreuse. Donc là, il y a trois constituants différents. Une pâte vitreuse, des microlithes et des phénocristaux. La solidification provient toujours du magma liquide. Ce magma, lorsqu'il monte, il va perdre de la chaleur, de la température, et nous allons avoir la formation de grands cristaux, ce qu'on appelle les phénocristaux. Lors de la montée en surface, alors là, le processus de refroidissement est de plus en plus rapide, il va donner uniquement la formation de cristaux minces, ou bien ce qu'on appelle les microlithes. Et enfin, lorsque le liquide qui reste sort à la surface, il va donc se refroidir brutalement pour donner la pâte vitreuse et le tout constitue une structure microlithique. Et de cette façon, nous allons avoir la formation des andésites qui sont des roches caractéristiques des chaînes de montagnes de subduction ou bien des zones de subduction. J'espère que j'étais clair. La prochaine fois, Inch'Allah, je vais passer aux autres exemples de chaînes de montagne, à savoir les chaînes d'abduction et les chaînes de collision. D'ici là, je vous souhaite une bonne santé et à la prochaine.